Et puisqu'on est ici pour célébrer les coopératives, je vous propose déjà dans un premier temps de parler imaginaire coopératif. Et pour ça, je vais demander à Raphaël Yorka de me rejoindre sur scène. Raphaël Yorka qui est communicant, essayiste et co-directeur de l'Observatoire Marque, Imaginaire de consommation et politique et qui va nous parler de l'imaginaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche de vous dire quelques mots en introduction de cette cérémonie de prix Copcom. En vous disant d'entrée, je ne suis pas du tout un spécialiste du monde coopératif. Donc je vous demande de prendre tout ce que je vais vous raconter comme le fait d'un regard extérieur qui a passé quelques semaines à plancher sur précisément cette histoire d'imaginaire coopératif. Alors moi je vous parle depuis la Fondation Jean Jaurès, où depuis quelques années maintenant, j'essaye de construire une réflexion qui articule marque, politique et société. Comment est-ce que les marques investissent le terrain politique et comment cet investissement-là entraîne des conséquences sur la société. Et il m'est apparu qu'il y a une notion profondément inscrite dans cette articulation-là, qui est la notion d'imaginaire. Et donc j'ai essayé de réfléchir, pour ce matin, à une réflexion sur l'imaginaire coopératif. Que vaut-il? Que signifie-t-il? Quels sont les défis? Quelles sont aussi les opportunités à l'ère de l'engagement des marques? J'aimerais vous partager ce matin rapidement trois choses. Un défi, une conviction et une opportunité. Le premier élément, c'est peut-être le défi, que j'ai intitulé de la façon suivante. Comment garder un temps d'avance lorsque l'époque vous a rattrapé? C'est qu'il me semble quelque chose d'assez périlleux en tant que communicant de coopérative, c'est que précisément le discours d'engagement est devenu absolument mainstream. Et j'ai noté une sorte de convergence du discours d'engagement, où il y a quelques années, les coopératives étaient en pointe pour porter un certain nombre de valeurs dans le discours de la communication. Des choses qui pouvaient sembler, à l'époque, tout à fait alternatives, disruptives du fait même de l'appartenance à quelque chose d'assez marginal. Or, tout un tas de grands groupes se sont accaparés ces mêmes discours et ces mêmes terrains. J'ai pris un premier exemple entre le Crédit Coopératif d'un côté et BNP Paribas, qui tous les deux, effectivement, quand on regarde froidement et cliniquement d'un point de vue de récepteur, en analysant les discours, les mots utilisés, ce sont sensiblement les mêmes. J'ai été frappé de la façon dont, par exemple, la Maïf, il y a quelques années, était la toute première à porter l'idée, en tant qu'assureur militant, l'idée selon laquelle il fallait, en cas d'accident automobile, utiliser des pièces automobiles recyclées. Et je suis tombé sur cette communication d'AXA, qui, à son tour, porte exactement le même propos autour de l'idée d'une chaîne de valeur recyclée autour de ces pièces automobiles. Et dernier élément qui m'a beaucoup frappé, qui est peut-être le plus profond, je trouve, en termes de récupération de discours. On en parlait tout à l'heure ensemble. J'ai publié il y a quelques années une grosse étude sur la société de supermarché. Et l'une des constantes et l'une des tendances les plus profondes dans le milieu de la grande distribution, c'est précisément la récupération systématique de tout un tas d'éléments de discours qui étaient autrefois le propre d'acteurs comme Biocom. Donc là, je me suis amusé à prendre des communications de Biocom il y a quelques années qui prenaient l'idée selon laquelle il fallait consommer des fraises que pendant la saison, quelque chose qui était totalement hors des discours de la grande distribution traditionnelle. Et quand je regarde la façon dont Act for Food, Carrefour récupère ce type de discours, voilà, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre d'un défi, parce qu'il y a une convergence des discours d'engagement. Donc dans un moment où tout le monde dit la même chose, la grande question c'est comment se distinguer. Et donc comment garder un temps d'avance lorsqu'encore une fois l'époque vous a rattrapé. Alors j'ai un peu retourné le sujet dans tous les sens, et je voulais vous partager une conviction qui est la suivante. Je crois qu'il faut, dans cette bataille de l'engagement, mener la bataille du comment et non du pourquoi. Quelque chose d'assez contre-intuitif, parce que on a tous été, alors là je vous parle d'un point de vue d'imaginaire collectif dans les agences, dans les entreprises, on a tous adhéré d'une manière ou d'une autre à ce discours de Simon Sinek, le Start with Why. La question du pourquoi, il y a quelques années, est devenue centrale dans l'interrogation de comment on fait de la communication. Le problème, me semble-t-il, c'est que cette question du pourquoi est devenue tellement massivement utilisée par tous les acteurs, qu'ils soient coopératifs ou non coopératifs, qu'elle n'est plus un élément de distinction. Et quand je me suis replongé, alors j'ai fait mon bon élève, j'ai lu beaucoup de bouquins sur les coopératives, etc. Moi, ce qui m'a frappé,
c'est que votre grand élément de distinction, c'est la question du comment. Et il se trouve que cette question du pourquoi et du comment, ça fait écho à un débat philosophique qui s'est passé dans les années 30, que je trouve absolument passionnant, entre d'un côté Walter Lippmann et de l'autre John Dewey. Ce sont deux philosophes qui, d'une manière ou d'une autre, les deux, ont développé une théorie de la démocratie. Comment faire pour opérer un changement ? Walter Lippmann disait il suffit d'éclairer l'opinion publique et de l'orienter vers un gouvernement des experts. Donc, obsédé par cette question des effets et du résultat, il était sous cette question de la préorientation par des experts. Ce qu'il me semble intéressant à mobiliser pour vous, en termes de tradition philosophique de la démocratie, c'est John Dewey. John Dewey avait cette phrase absolument formidable. La démocratie, la foi dans le fait que le processus est plus important qu'aucun résultat atteint en particulier. C'est cette foi dans le processus. C'est-à-dire qu'il me semble qu'une bonne façon de vous distinguer, encore une fois, dans cette ère de la mainstreamisation de l'engagement, c'est non pas de questionner les effets, les résultats de la politique d'engagement, c'est de revenir sur la différence en termes de nature de l'engagement lui-même. Et ce n'est pas exactement la même chose de porter un discours lorsque vous le faites sur la gouvernance, c'est pour ça que je vous parle de démocratie, et sur la répartition des richesses. Et il me semble qu'il y a quelque chose dans la mise en valeur du processus qui me semble extrêmement importante et intéressante dans la question du comment versus le pourquoi. Et il me semble que, moi j'avais pris cet exemple de C'est qui le patron qui me semblait très intéressant, c'est un exemple d'une marque qui s'est remise à parler de processus. C'est que dans son secteur à lui, qui est un secteur où l'argument prix est massif, voilà une marque qui s'est dit, écoutez, moi je vais prendre mon petit bâton de pèlerin, je vais mener la bataille culturelle de l'éducation et la pédagogie du prix. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de vous balader sur le site de C'est qui le patron, moi je trouve ça absolument bien fait, pour déterminer le prix d'une brique de lait. Il y a tout un tas de critères. Est-ce que je veux que les bêtes soient élevées en plein air ? Est-ce que je veux que les agriculteurs éventuellement aient 2 semaines de vacances par an ? Tout un tas de critères. Et on coche oui, non. Et au fur et à mesure des oui que l'on coche, le prix de la brique de lait augmente. Donc par ce processus-là, j'ai trouvé que c'était une excellente façon de précisément parler du processus, du comment, et non plus simplement du pourquoi et de ses effets, à savoir ici le prix. Et un dernier élément que je trouve intéressant de vous partager rapidement avant de laisser la place aux vrais héros de la journée. L'opportunité que je vois, moi, c'est qu'il y a une sorte de modernisation de l'imaginaire des coopératives. On l'a vu il y a maintenant quelques mois, quelques années, cette idée sur laquelle moi j'y crois beaucoup, il y a une place manquante dans l'imaginaire collectif qui était autrefois occupée par la Startup Nation. Il y a la grande question de savoir quel type d'entité peut incarner la bonne façon de faire pour répondre aux défis de l'époque. Il y a quelques années, c'était la start-up, comme avec toutes les qualités qu'on connaît, l'agilité, répondre aux problèmes, l'efficacité, le pragmatisme, etc. La question, me semble-t-il, est la suivante, c'est qui va réussir à occuper l'espace manquant de cette start-up, parce que je pense qu'on s'en est tous rendu compte, la start-up ne va pas parvenir à elle seule et en tant qu'organisation, type d'organisation, à résoudre tous les problèmes de la société. Donc je trouve que là, il y a une première opportunité, c'est celle de cette place manquante dans l'imaginaire pour remplacer l'idéal de la start-up. Et je voulais vous reparler très rapidement, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous avez peut-être regardé la série La Fièvre, qui est une série Canal+, qui est une série qui met en scène l'affrontement de 2 communicantes sur un fond de guerre civile instrumentalisé par des forces d'extrême droite. Bon. La réponse de la communicante, alors tout part d'un club de football qui s'enflamme. Il y a un fait divers dans un club de football, et puis c'est l'élément déclencheur dans la société. La réponse de la communicante du camp du bien, j'ouvre 1000 guillemets, mais c'est pour qu'on se comprenne entre nous, c'est de dire il faut transformer le club de foot en coopérative. C'est-à-dire qu'elle identifie dans la série l'idée sur laquelle l'une des façons de résoudre aux problèmes de l'époque, à savoir la capacité à dépassionner, la capacité à baisser le niveau de dinguerie dans les paroles publiques, le niveau de frustration dans l'absence de prise de décision, etc. Eux, ils disent, écoutez, nous on a identifié, on va transformer ce club de foot au cœur de la tourmente médiatique en coopérative. Et il se trouve qu'au sein de la Fondation Jean Jaurès, on a publié une note sur la fièvre des coopératives, parce que le titre de la série, c'est La Fièvre, et donc on a voulu creuser cette dimension-là. Et lui, il nous dit 2 choses. Il nous dit, premier élément, je regrette que dans la mémoire militante de gauche, la coopérative soit devenue une sorte d'objet du professeur Tournesol. Et lui, il dit, je pense qu'il faut l'en faire sortir totalement.
Et que d'autre part, et donc c'est ce que je venais de vous dire, il identifiait la coopérative comme une des façons seulement, mais une des façons de dépassionner l'époque enfiévrée dans laquelle nous sommes. Et donc, je trouve que c'est sur cette note un peu positive que je voulais conclure en vous disant, certes, il y a un défi qui est celui de la convergence des discours d'engagement et de l'indifférenciation des discours de la coopérative par rapport aux autres marques engagées, mais je trouve qu'il y a cette formidable opportunité d'une forme de modernisation, et au fond, il est plus que temps que jamais d'affirmer l'idée selon laquelle, pour répondre aux défis de l'époque, qui sont la période politique quand même assez particulière, ces défis, ils sont nombreux, ils sont profonds, et bien la coopérative peut effectivement en être une solution. N'hésitez pas à vous emparer des objets les plus contemporains, je pense que la série en est un excellent exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas trop pointu sur les coopératives, voilà, c'est ça. C'était très intéressant. Merci.